Donc, en deuxième intervention de deuxième conférence, nous avons le plaisir d'accueillir M. Stéphane Rostin, qui est archéologue, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire ARCAM, donc Archéologie des Amériques. C'est l'UMR 80-96 du CNRS et de Stéparien Panthéon Sorbonne. Alors, ça fait un peu court, mais comment présenter M. Rostin sinon en disant que c'est un homme multicarte, protéiforme, interdisciplinaire, ça c'est vrai. C'est vrai. Et on parlait de Dimitri Karadimas qui a œuvré toute sa vie pour réunir, harmoniser de manière productive l'anthropologie notamment et l'archéologie dans tous ses états, en durée longue, en durée moins longue. C'est aussi le cas de M. Rostin, qui est à la fois un archéologue spécialisé sur quelque chose d'assez rare, le bassin amazonien entre autres, dans sa grande diversité, mais qui a d'autres spécialités, d'autres connaissances qu'il utilise en permanence, qui relèvent à la fois de l'anthropologie, de l'ethnographie, de la muséologie même, évidemment, et bien d'autres choses, y compris dans le monde de l'édition et dans celui de la mise en valeur et de la restitution des savoirs acquis, mais également de la formation, parce que je crois que M. Geoffroy Saulieu a été formé par vous, chers collègues, en grande part. Vous avez collaboré ensemble à une époque, il est maintenant sur l'Afrique, il est passé dans le séminaire il y a 1 an ou 2 ans. Donc je laisse déformé plutôt. Ouais, c'est ça. J'ai déformé plutôt que formé. Oui. Voilà. Et je laisse Monsieur Rostin préciser quelque part. Je souligne juste que je suis très très fier, et mon collègue également, nous sommes très fiers de sa présence aujourd'hui ici, qui est très demandé. Et c'est quelqu'un qui a, je le souligne bien, une expertise, enfin j'aime pas le terme, mais assez unique, assez rare, très rare. En ce qui concerne notamment cette archéologie amazonienne qui était très délaissée jusqu'à ce que M. Rostin la mette à niveau, au niveau de la philosophie, au niveau d'autres domaines de connaissances, et notamment l'archéologie préhistorique en Europe, qui est très connue et reconnue. Vous connaissez mal l'archéologie amazonienne, on la connaît encore mal, essentiellement parce que les fouilles sont encore rares. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données, au contraire. Et ailleurs dans le monde, notamment dans les sociétés forestières, dans les sociétés tropicales, dans les sociétés non étatiques, autant d'ailleurs en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Je laisse la parole à mon estimé collègue et ami en le remerciant. Merci. Merci Pierre. Et bien bonsoir. Alors, pour compléter, la seule chose, c'est que quand j'ai commencé il y a plusieurs années déjà sur l'Amazonie, j'étais étudiant à la Sorbonne, un des rares cursus sur l'archéologie et le seul sur les Amériques. Et tout bon étudiant se devait évidemment travailler sur la Mésoamérique, la seule archéologie qui vaille le coup, le reste, il n'y a jamais eu personne, ça n'a aucun intérêt. Et donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé chez les Mayas et j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane. Et je me suis rendu compte que si au Guatemala, il y avait à peu près 3000 archéologues pour un site, à l'époque en Amazonie, il y avait plutôt un archéologue pour 3000 sites, donc un peu plus de potentiel. Et donc j'ai décidé de trahir la lignée qui était toute tracée pour un archéologue américaniste à la Sorbonne en allant en Amazonie. On me l'a fait sentir puisque mon prof à l'époque m'a dit si tu continues sur l'Amazonie, tu n'auras jamais de boulot, ça n'intéresse personne. C'était pas très gentil, mais c'était pas totalement faux à l'époque. Mais j'avais déjà dans cette idée que marcher dans les ornières des maîtres n'était pas forcément le meilleur chemin. Je vous le conseille pas forcément d'ailleurs. Enfin, en tout cas, si tous les scientifiques avaient fait ça depuis la nuit des temps, la Terre serait encore plate. Hein. Donc, de temps en temps, il faut savoir s'écarter du droit chemin pour prendre des chemins de traverse. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en Amazonie, en
en ayant un peu un regard en biais que je vais vous présenter aujourd'hui et d'essayer d'aller au-delà des évidences. Évidence dont je me rends compte qu'elle est même présente sur cette image, qui est donc une poterie quichua, donc d'Amazonie équatorienne. Et si vous regardez ce scarabée, il est assez étonnant, puisque c'est donc bien un scarabée qui a été à peine retouché, je dirais, par l'artiste, puisque sa bouche est au sommet, entre les deux mandibules, au sommet de sa tête. Mais le fait d'avoir mis un motif particulier sur le haut de sa tête fait qu'on a l'impression de voir un insecte mort de rire, alors que c'est évidemment une volonté d'anthropomorphiser un animal qui normalement a peu de traits humains et est assez éloigné de notre espèce. Et je vous conseille de garder ça en tête parce que peut-être que ça va nous aider un peu plus tard à comprendre le discours. Merci beaucoup. Merci Pierre pour cette mise en bouche, cette entrée en matière du point de vue de la philosophie occidentale. Merci Pierre aussi pour cette réponse ethnologique occidentale à la philosophie traitée avant. Du coup, j'ai plus rien à dire, sauf si je me mets du côté des autochtones et que j'essaye de répondre d'un point de vue amérindien, et puis d'un point de vue disciplinaire qui ne sera ni la philosophie ni l'ethnologie, même si j'essaierai de les convoquer. Il me reste à me mettre du point de vue amérindien. Amérindien qui d'ailleurs n'est pas si différent de nous dans certains domaines, puisque vous pouvez voir ici Pierre de Ronsard qui peu de temps après la découverte de l'Amérique, donc sans aucune école ni tradition américaine, considérait déjà le monde habité par des humains et des non-humains. C'est un poème sur la forêt de Gâtine qui sonne un peu dramatiquement aujourd'hui puisqu'il résonne avec la déforestation tropicale intense que l'on subit. Lui, c'était sur ce poème des bûcherons de la forêt de Gâtine. Ils étaient en train de couper la forêt de Gâtine, donc qui est un peu au sud-est de l'Île-de-France. Et ce qu'il désolait, c'était la mort des arbres, la mort des habitants de la forêt, qu'ils soient des nymphes, des lutins ou autres. Et avait déjà ce concept d'un monde habité par plusieurs entités qui avaient des physicalités différentes, mais des intériorités souvent comparables. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous montrer en deux parties les deux façons de voir l'Amazonie, puisqu'à l'époque, comme je vous le disais, quand j'ai commencé, on déconsidérait énormément cette archéologie. Il fallait du dur, en gros, quoi. Tout ce qui était... et puis la forêt était considérée comme vierge et intouchée. Je pense que ça a beaucoup changé depuis la vision, mais on avait des a priori extrêmement réducteurs sur la forêt, l'archéologie en Amazonie. Moi, mon plus proche voisin était à 2000 km de moi. On était moins de 5 à l'époque. Sur 7 millions de kilomètres carrés, ça laissait de la place. Et donc, le plus proche voisin était à 2000 km, ce qui nous laissait peu d'occasion de nous engueuler, qui est quand même l'activité favorite des archéologues. Et ça a créé une approche un peu particulière de ce monde lui-même particulier, voire exceptionnel. Et donc, je vais vous présenter deux parties. D'une part, des paysages exceptionnels. L'Amazonie en elle-même est exceptionnelle. J'ai presque envie de dire hélas, puisque son pendant africain a déjà été bien entamé. Et en Asie du Sud-Est aussi, on a énormément détruit ces forêts tropicales. Donc d'une part, je vais me pencher sur les paysages et vous les présenter d'une façon un peu particulière, et d'autre part, j'irai vers ces non-humains, ces êtres à part qui peuplent la forêt et que les Amérindiens reconnaissent à part entière. Donc la forêt amazonienne, qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup, c'est un immense
brocolis géants, évidemment impénétrables, sauf si on a le goût de l'aventure. Ça reste un monde où la barbarie, la sauvagerie règne et qui peut apporter que du malheur, que de la mort. La réalité est peut-être un peu plus subtile puisque d'abord c'est pas un grand pays comme on a souvent tendance à le croire. Moi-même, parfois je le conçois comme un pays et j'ai tort, puisque ce sont 7 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie de l'Australie. Donc ça tient plus du continent vert, il est vrai, mais ça tient plus du continent que d'un simple pays. Ça couvre 9 pays, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane française et évidemment le Brésil. Alors penser l'Amazonie, c'est penser gigantisme. Hein. Le seul vrai représentant de l'Amazonie serait Gargantua, à vrai dire, puisque tout est énorme là-bas. Le fleuve déjà fait 4800 km de long, donc c'est le plus grand fleuve du monde, à peine battu par le Nil, de quelques mètres. Mais enfin, il y a quand même plus de 20 affluents qui dépassent les 1500 km de longueur. L'embouchure fait 300 km de large. Il y a une petite île que vous pourrez voir dans l'embouchure qui s'appelle l'île de Marajo, qui fait la taille de la Suisse, 48 000 km². Quand vous êtes dans le bas Amazon, à Santarém, la largeur du fleuve est de 10 km. Donc c'est plus un fleuve, c'est une mer. Hein. Vraiment, il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. D'ailleurs, si vous vous mettez à Santarém à regarder l'eau couler pendant 24 heures, déjà que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais vous voyez autant d'eau passer que si vous vous mettez dans l'île Saint-Louis pendant 2 ans. Là aussi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais pour vous donner une idée de l'immensité de cette forêt, il faut tout voir en démesuré. Et surtout voir que c'est pas une forêt. J'aime bien dire que c'est pas une forêt, ou plutôt que c'est pas seulement une forêt. Et on oublie un peu que l'Amazonie se caractérise non pas pour être le poumon de la Terre, ce qui nous serait totalement inutile, parce qu'un poumon avale de l'oxygène et recrache du gaz carbonique, donc c'est pas quelque chose d'enviable. Non, l'Amazonie est riche par son extrême diversité à beaucoup de points de vue, plus qu'on imagine d'ailleurs. Diversité de paysages en premier lieu, puisque vous avez des énormes savanes inondables, des prairies qu'on appelle des llanos. Vous avez des vallées alluviales très ouvertes et extrêmement fertiles, alors que les sols sont plutôt pauvres en général. Vous avez un fond de mer entre l'Orénoque et l'Amazone qui est une plaine côtière peuplée de mangroves essentiellement. Vous avez toute une collection, une mosaïque de paysages qui se touchent, et vous avez même des montagnes qui culminent à 3000 mètres d'altitude, on ne sait que trop peu. Ces montagnes sont à vrai dire, des plateaux qui sont surgis de l'ouest des Guyanes, qui sont des plateaux de grès qui montent à 1000-3000 mètres d'altitude et qui ont été érodés par le temps, d'où extrêmement découpés. C'est un peu des paysages de cauchemar. C'est d'ailleurs pour cela que Sir Arthur Conan Doyle y a placé son monde perdu, puisqu'ils sont très peu explorés, jamais habités. Les Indiens Pémon les considèrent comme les lieux des morts, donc des lieux à ne pas fréquenter. Et Conan Doyle y a placé quelques dinosaures. Enfin, il n'avait pas totalement tort, puisque, évidemment, il n'y a pas de dinosaures, mais il y a des animaux préhistoriques, il y a des animaux endémiques, des petites grenouilles, des petits insectes, des mousses, qui sont là depuis des millénaires. Parce qu'évidemment, à 3000 mètres d'altitude, vous aurez une forme de vie très différente de celle que vous allez trouver au niveau de la mer, au niveau de la forêt. Donc c'est un monde très divers et il faut arrêter de le regarder comme un monde très homogène, puisqu'on a tendance un peu à tout homogénéiser sur l'Amazonie. On parle des Indiens d'Amazonie.
c'est toujours un peu regrettable parce qu'on y voit une seule culture, même pas une civilisation. Comme vous le savez, on a vécu sous le joug pendant très longtemps du déterminisme environnemental et l'archéologie en a été la première victime, je dirais, parce que elle a poursuivi jusqu'aux années 80 cette idéologie qui disait en gros que la géographie décide de la culture. Donc selon le lieu où vous êtes né et où vous habitez, vous êtes déterminé, prédéterminé à un type de culture. Et ça avait été superbement mis à l'écrit par Julian Stewart au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui avait fait 5 volumes essentiels sur les Indiens d'Amérique du Sud. Et alors, il les classait selon leur géographie. Et le premier volume était sur les Andes. Donc, plus on était haut, ça paraît presque enfantin, mais plus on était haut géographiquement, plus on était développé. Et donc les Incas ont bien montré d'ailleurs, puisqu'ils avaient des vêtements, des temples, un État qui fonctionnait, donc ils étaient presque comparables à nous. Et puis après, si on descendait au niveau des montagnes de Colombie ou de la Caraïbe, on arrivait sur les chefferies circumcaraïbes, où là, on avait enlevé quelques vêtements, quelques qualités aussi. Et puis là, c'était un peu plus simpliste quand même. Et puis si on enlevait encore des vêtements, un peu d'altitude et qu'on descendait au niveau de la forêt tropicale, là, c'était que des tribus. Un petit peu notre préhistoire qu'on avait le plaisir d'admirer. Alors, ce discours peut vous faire sourire, mais il n'est pas si vieux que ça. Et puis alors aussi, on pouvait descendre encore au niveau de la mer là. Là ils étaient tout nus carrément, et puis c'était presque des bêtes quoi. Les Patagons du cône sud avaient du mal à démontrer leur humanité. Et donc c'est comme ça qu'était conçu le monde précolombien jusqu'aux années 80. Meggers, la grande papesse de l'archéologie amazonienne, considérait d'ailleurs que les sociétés de Marajo, la petite île de l'embouchure de l'Amazone, était née dans les Andes, et le fait d'avoir descendu en Amazonie avait périclité à cause d'un milieu destructeur et corrosif, et donc avait perdu leur civilisation pour redevenir de simples tribus. Et c'était comme ça, et toute innovation en Amazonie était expliquée par une origine andine, voire pacifique. Et ce regard a pollué énormément la science pendant de longues décennies. Ça a été évidemment remis à plat et en question il y a quelques années. Je vais vous présenter ça. Je vous ai parlé d'une diversité de paysages, mais il y a aussi une diversité importante des formes de vie, puisque sur Terre, sur le globe, une espèce d'oiseau sur 6 est amazonien. Une espèce de grenouille sur 8 est amazonienne. Un mammifère sur 11 est aussi amazonien. Et un serpent sur 17 est amazonien. C'est donc une grande diversité qu'on va retrouver aussi dans la flore, puisque 15% de la diversité mondiale d'un point de vue floristique ou phonique, est amazonien. Donc il faut vraiment imaginer l'Amazonie comme un beau représentant des tropiques. Comme je vous le disais, on a toujours tendance à voir les tropiques comme destructrices, alors que c'est une erreur assez fondamentale. Les tropiques sont bouillonnantes de vie et sont créatrices de vie. Simplement, les sols aussi sont beaucoup plus riches, enfin en tout cas divers, que dans les pays tempérés. Vous pouvez voir la carte des sols américains sur la gauche, où la plus forte biodiversité se trouve le long de l'Amazone, donc sous les tropiques. Et de même, vous avez une variété de bactéries, de microbes et de cellules beaucoup plus supérieure à celle des pays tempérés. On a toujours tendance à penser, puisque les maladies sont beaucoup plus fréquentes sous les tropiques, que ce soit en Afrique, que ce soit
en Amazonie, et donc c'est des milieux mortels, mais c'est le contraire. Les bactéries et les microbes sont des représentants de la vie et de la diversité qu'il faut voir sous cette façon. Il y a vraiment un bouillonnement, une effervescence vitale très forte sous les tropiques. Il y en a toujours. Alors cette biodiversité est impressionnante, mais elle me dérange toujours sur un point, c'est qu'elle cache une autre diversité dont on ne parle pratiquement jamais, tropicale aussi, qui est ce que j'ai envie d'appeler l'ethnodiversité, puisque on va retrouver la même variété, la même richesse culturelle en Amazonie que la richesse naturelle. Vous avez actuellement encore 300 langues qui sont parlées en Amazonie, malgré la forte baisse démographique qu'elle a subie. 300 langues qui sont rattachées à une soixantaine de familles linguistiques. Je ne parle pas de dialecte, hein, je parle vraiment de langue. À une soixantaine de familles linguistiques. Alors, je ne sais pas, en Europe, il y a quoi? Il y a 30 langues parlées, 4 familles linguistiques. On est vraiment dans une hyper culture qu'on va retrouver ailleurs. Hein. En Nouvelle-Guinée, vous avez 600 langues qui sont parlées. Les tropiques sont très créatrices de culture. Ce qui est peut-être, c'est une carte très simplifiée que je vous montre là, mais ce qui est peut-être intéressant dans cette diversité linguistique, c'est le fait que aucune barrière géographique ne sépare les langues. Alors que partout ailleurs dans le monde, les langues sont souvent séparées par une rivière, une montagne, entre l'Espagne et la France. Ce sont des barrières géographiques qui, pour le coup, vont séparer des moyens de communiquer. C'est le cas de le dire. Et en Amazonie, vous passez d'une langue à l'autre en traversant un champ, grosso modo, quoi. Sachant que la plupart des populations parlent plusieurs langues quand même. Donc là, on a toujours tendance à rabaisser et homogénéiser la culture, les cultures amazoniennes, alors que pour tous, quand vous regardez les Lacandons, les Mayas actuels, ça viendrait à l'idée de personne de les comparer aux somptueux Mayas qui les ont précédés. On voit bien qu'il y a une grande différence entre ces populations, même si la filiation existe. En tout cas, pour tout le monde, il est clair que ce ne sont pas les mêmes, qu'il s'est passé un événement, en l'occurrence c'est la conquête européenne et son cortège de maladies fatales aux Amérindiens qui a provoqué cette chute. Enfin, en tout cas, tout le monde va bien séparer ces deux mondes et ne va pas les confondre. Dans les Andes, de même, le Pecno Quichua ne sera jamais comparé au glorieux Inca qui le précède. Dans l'esprit des gens, on voit bien qu'il y a eu une invasion, qu'il y a eu une chute démographique fatale, et on n'ira pas comparer ces populations facilement. On voit bien que ce n'est pas les mêmes. Alors, je suis toujours un petit peu agacé que dans le cas de l'Amazonie, on imagine que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été les mêmes. Ils ont toujours été de pauvres tribus perdues, archaïques, préhistoriques, affamées dans la grande forêt dévoreuse d'hommes. Et cette image va assez loin puisque Meger, toujours cette bonne papesse, utilisait, quand elle était en manque de données archéologiques, vu qu'elle faisait des fouilles par cabine téléphonique, la cabine téléphonique c'est donc 1 mètre par 1 mètre, et puis on creuse, et puis tous les 10 centimètres c'est un niveau, ça correspond à une époque. C'est assez simpliste, mais ça a longtemps dominé l'archéologie américaine, et donc on reconstitue avec 30 tessons des civilisations entières. Et comme évidemment les 30 tessons ne lui permettaient pas de conclure, elle utilisait abondamment l'analogie ethnographique, elle allait puiser chez les ethnologues les éléments de discours qui lui manquaient pour reconstituer la vie des Amérindiens qui n'avaient pas changé depuis 10 000 ans. L'archéologie a beaucoup pâti de cette utilisation directe et non critique des données ethnographiques. Je crois que ça a même participé au divorce entre anthropologie et archéologie qui s'est opéré dans les années 80-90. Il n'y a pas que ça, hein. Les ethnologues sont aussi coupables d'avoir peut-être s'être trop penchés sur la parenté aux dépens de la culture matérielle. On va voir qu'on a été
que ce divorce a été temporaire et que il y a eu un accord qui a été trouvé dans les années 80, en partie grâce à des gens comme Descola, William Ballet. Je ne sais plus où j'étais. Oui, le divorce. Ce qui nous a réunis, c'est le paysage, et on va le voir. Alors, toujours dans cette idée un peu arrogante et dédaigneuse de l'Amérindien, j'aime beaucoup ce livre des années 70, livre nord-américain, qui voulait donc étudier les sociétés. Et le volume 6 était sur les sociétés des basses terres orientales de l'Amérique du Sud. Alors, je vous la montre non pas parce qu'elle est très laide, c'est un fait, mais c'est surtout par le message qu'elle contient, puisque on y présente des sociétés donc de ces basses terres comme des drogués, en gros. Le Yopo dont se bourrent le nez les Yanomami n'est quand même pas une preuve de civilisation. Du monde de sauvage, violent quand même, et dangereux. Aller réduire des têtes, c'est quand même pas très civilisé, c'est pas très avancé. Les métis africains, américains, enfin amérindiens sont pas mieux, parce que quand on voit comment ils dansent, c'est vraiment de la sauvagerie, il n'y a aucun doute. Finalement, la civilisation, elle se cantonnait à São Paulo et à Montevideo en Uruguay, où là, on montre la vraie civilisation. Et puis j'aime beaucoup l'image choisie, puisque c'est un casino, et avec un gros chauve. Moi, je suis très civilisé, par exemple. Oui. Mais donc, c'est un peu le message qui a envahi, pollué toute l'archéologie et une partie de l'anthropologie, mais c'est un cas différent dans l'anthropologie, pendant des décennies. Et ce message est évidemment transmis au grand public. Et si vous voyez dans certaines revues, comme cette revue grand public, vous parliez tout à l'heure de l'Amérindien qui ne produisait rien, et ben ce message était clairement explicite dans les revues, et l'est toujours d'ailleurs, hein, puisque là vous voyez que les Karajas sont complètement dégénérés. Alors j'aime bien la page en vis-à-vis, puisque évidemment le jeune loup blanc revient riche au grand plaisir de sa femme, et donc c'est sûr que face au clochard de la jungle, il n'y a pas photo, si je puis dire. Mais bon, c'est l'image qui était transmise par les scientifiques au grand public, évidemment à renfort de tous nos préjugés et de nos fantasmes sur la forêt, transmis eux par les arts, par le cinéma, la littérature, etc. Et là, on se disait tout simplement que, vu que l'agriculture actuelle en Amazonie, enfin l'agriculture autochtone, est dominée par le brûlis, l'effet était quand même assez mineur sur la forêt, puisque le brûlis, comme vous le savez, consiste à défricher une parcelle de forêt, brûler les arbres pour fertiliser les sols acides et pauvres de l'Amazonie, et cultiver pendant 6 à 8 ans les sols. Ce qui, de prime abord, affecte assez peu la forêt. C'est pas évidemment les 4 poireaux et les 2 patates qu'ils ont plantés qui vont changer drastiquement le paysage. Et donc l'impact de l'homme et même de l'agriculteur amazonien est minime sur la forêt, croyait-on. Entre parenthèses, cette agriculture qui longtemps a été considérée comme la seule tenue par les Amérindiens est peut-être sûrement moins proéminente à l'époque précolombienne, puisqu'il y avait des agricultures alternatives, et puis surtout, couper un arbre amazonien à la hache de pierre, c'est terrible. Enfin, j'ai essayé, moi, 8 heures pour un petit goyavier de rien du tout, c'est extrêmement épuisant, parce que les troncs sont pleins de silice, de quartz, et donc sont très difficiles à couper. Donc on ne coupe pas comme on veut. Ce qui est probable, c'est qu'en revanche, l'agriculture par brûlis s'est extrêmement étendue à l'époque de la conquête, où on a quand même tué
95% de la population, on parle de nos maladies, et plus rapidement qu'ailleurs, je vous l'assure. Ça a été les deux événements qui ont favorisé, à mon avis, la diffusion, la propagation de l'agriculture par brûlis. Ce sont l'arrivée du métal, déjà, les haches de métal ont permis de couper plus facilement les arbres, et le fait que, suite à la baisse démographique drastique, les grandes villes amazoniennes, précolombiennes, de 2000, 3000, voire 10 000 habitants, avaient disparu pour ne laisser que des petits villages de 50 à 100 habitants. Ces petits villages, cette petite démographie, pouvaient se contenter d'une agriculture itinérante, ce qui n'est pas le cas des grandes villes qu'ont vu les premiers conquérants et qui ont vite été oubliées, mais pourtant la première expédition européenne qui est descendue l'Amazone a vu des grandes villes et ont été attaquées par des centaines de pirogues. Je vous recommande la lecture de Carvajal, Gaspard de Carvajal, qui relate la première exploration occidentale de l'Amazone. Oui, parce que l'Amazone aime bien être originale et vous savez bien que tous les fleuves du monde ont été découverts logiquement de l'embouchure vers les sources, parce qu'on remonte explorer les rivières. L'Amazonie se démarque un peu puisqu'elle a été découverte de ses sources vers l'embouchure. Par accident, peut-être, mais quand même, puisque en 1541, le frère de Pizarre décide depuis Quito d'aller explorer l'Est, les basses terres de l'Est, pour découvrir le pays de la cannelle. La cannelle, à l'époque, était une épice réputée, chère et de valeur. Donc il décide d'aller chercher de la cannelle en Amazonie, puis un petit peu d'or aussi, tant qu'à faire, s'il y en a, pas se priver de remplir les poches. On avait parlé d'un vague Eldorado par là-bas, d'un chef qui se baignait couvert de poudre d'or tous les ans dans un lac, et donc le lac était rempli d'or. Donc ils espèrent aussi le découvrir. Enfin, ils y vont à 2000. Ils emmènent des Indiens des Andes, ils emmènent des lamas, ils emmènent toutes sortes de choses. Alors très vite, tous les Indiens meurent, tous les lamas meurent, ils se retrouvent perdus en forêt. Et on a la très mauvaise idée de désigner une troupe, des éclaireurs pour aller chercher de la nourriture. Ils construisent une barque. Francisco de Orellana prend la tête de ces quelques hommes et ils descendent le fleuve pour chercher de la nourriture. Sauf qu'ils disent très vite qu'ils ne peuvent pas remonter. Donc ils abandonnent leur chef en gros. Et ils continuent en se disant ça doit bien mener quelque part. Et au bout de quelques mois, oui, ça les mène directement à l'Atlantique. Mais ils explorent comme ça tout l'Amazone, depuis le Napo en Équateur, c'est là qu'ils voient les premières Amazones aussi, ce qu'ils croient être des Amazones. Et donc c'est là qu'ils baptisent le fleuve. Mais tous ces peuples qu'ils vont voir, ils se font attaquer tout le temps par des immenses chefferies. Certains villages font plusieurs kilomètres de long, ils ne servent jamais avec des tours pour les défendre, enfin ils voient des choses exceptionnelles. 50 ans plus tard, il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. Il faut dire que les maladies ont été plus vite que les hommes en Amazonie, puisqu'il faut imaginer l'Amazonie précolombienne traversée de centaines de routes, de chemins. Quand je dis des routes, c'est 40 mètres de large, des chemins, puisque les gens circulaient beaucoup. Et on parle toujours de gens en pirogue, mais c'est le cas aujourd'hui. Mais à vrai dire, les Amérindiens étaient avant tout des marcheurs et circulaient sans arrêt et donc échangeaient soit des coups d'épée, soit des biens. Mais c'était un monde extrêmement fourmillant. Et les maladies, ils les ont transportées avec eux. Et souvent, des villages sont morts sans avoir jamais vu un blanc, mais sont morts de maladies occidentales, de pneumonies, des maladies importées par les blancs, parce qu'elles étaient transportées elles-mêmes par et des expéditions sont tombées d'ailleurs sur des villages où tout le monde était mort. Il y avait des squelettes dans les hamacs, ils n'avaient même pas eu le temps de s'enterrer. Ils étaient morts des maladies européennes. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas cru le discours de Gaspard de Carvajal quand il racontait qu'il y avait des centaines de milliers de gens. On s'est dit, il a été raconté ça parce qu'ils avaient peur de se faire couper la tête. Ils avaient quand même un petit peu abandonné leur chef dans la jungle, donc c'était assez mal vu en Espagne. Et on a dit qu'il avait exagéré.
Euh, et ça a été le discours officiel jusqu'en 1980 à peu près, hein. Ça a duré 5 siècles, ce discours. On disait qu'il n'y avait pas d'Amérindiens, qu'il n'y avait pas eu d'action sur la forêt. Les fouilles archéologiques faites depuis une trentaine d'années démontrent complètement le contraire, et appuient plutôt le discours de Carbaral, puisqu'on a trouvé les restes de ces grandes villes, et l'action de l'homme, l'impact de l'homme sur la forêt, de l'homme précolombien, était beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Il a d'abord énormément, là, cette forêt qui a l'air d'être vierge, intouchée, est en réalité en partie le résultat des activités humaines, puisque l'homme a extrêmement touché les plantes, il a favorisé des espèces, il a favorisé des associations d'espèces, il a empêché d'autres espèces, et il a dirigé un peu la végétation, et d'ailleurs ça a été définitivement prouvé l'année dernière dans un article dans Science, montrant que plus on était proche de sites archéologiques en Amazonie, plus les espèces utiles ou utilisables par l'homme étaient nombreuses. Et donc, en 10 000 ans, il a eu le temps de toucher cette végétation. Et le plus incroyable, c'est que cette végétation particulière se maintient à travers les siècles. Les forêts de cacaoyers induites par l'homme continuent à perdurer siècle après siècle et ne disparaissent pas, contrairement à ce qu'on croyait. Donc l'homme a eu une action importante sur la végétation. Évidemment, c'est pas le type de... C'est là où on va peut-être se démarquer du discours philosophique où on a envie de dire l'action de l'homme doit être visible. Chez les Amérindiens, leur action est éphémère, mais elle a des résultats durables. Alors, il a touché la végétation, mais pas seulement. Il a aussi transformé les sous-sols, puisque on a découvert cette fameuse terra preta, cette terre sombre, le long de l'Amazone, qui correspond. Alors, c'est une terre qui est chargée en charbon, en ossements, en tessons, en toutes sortes de produits issus de l'homme. C'est une terre qui est transformée chimiquement, volontairement ou involontairement, et elle résulte de très longues occupations au même endroit par des très grands villages. Quand vous occupez des siècles et des siècles un lieu et que vous avez des fortes activités, ça finit par, sur les sols tropicaux, alors il y a eu plein de livres qui sont sortis sur cette terra preta, on n'arrive toujours pas à tout expliquer, mais en tout cas, cette terre est 900% plus fertile que les terres alentours, les terres pauvres et acides de l'Amazonie. Et d'ailleurs, les paysans actuels qui sont propriétaires de ces terres, elles peuvent s'étaler sur 300 hectares, hein, donc c'était vraiment des grands villages, mais ils la vendent comme du terreau, tellement elle est... Donc c'est une espèce de terre fabriquée par l'homme de manière volontaire ou involontaire, j'ai envie de dire, et involontaire. C'est un peu les deux processus. Évidemment, on va la trouver dans ces sites de terra preta, on va trouver des sites archéologiques qu'on va fouiller, puisqu'ils correspondent à des occupations amérindiennes. Donc ils ont touché la végétation, ils ont touché les sous-sols, mais pas seulement, ils ont aussi changé le modelé même de la forêt, puisque peut-être qu'ils n'ont pas construit de temple, mais ils ont modifié le modelé de l'Amazonie en étant des terrassiers infatigables. Ils ont travaillé la terre comme personne, en creusant des canaux, des bassins, des chemins creusés et en surélevant des buttes, des tertres pour y vivre, des chemins, des buttes agricoles. Ils ont complètement transformé la morphologie de la superficie de la forêt. Donc leur action sur la forêt peut nous sembler discrète, a été discrète pendant longtemps, mais depuis qu'on a découvert qu'ils avaient touché à plusieurs étages cette forêt, on s'aperçoit que d'abord ils ont été plus nombreux qu'on ne le croyait, et une activité qui perdure bien plus qu'on pourrait l'imaginer. Alors, l'homme laisse évidemment des traces de son passage dans le paysage. Partout où l'homme passe, on retrouve quelques traces de ce passage, et on s'aperçoit que l'homme n'est jamais innocent dans un paysage qu'il a occupé. Alors évidemment, vous allez me dire, en regardant
la forêt amazonienne, difficile de voir la marque de l'homme. Elle semble plutôt inexistante, ou en tout cas, s'il y en a eu une, elle a disparu avec le temps. On est quand même plus habitué, évidemment, à un paysage cartésien, où le parcellaire peut marquer la main de l'homme, comme par exemple ici dans le Midwest, où tous les miles, vous avez une route. J'avais un ami qui vivait dans ce genre de paysage et il me disait, quand il était petit, qu'il allait à l'école, il savait exactement où il se trouvait en comptant le nombre de routes, parce que chaque mile, c'était une route, et il ne pouvait pas se perdre. Après, il y a un côté un peu infernal là-dedans, mais en tout cas, là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un paysage touché par l'homme, tout comme le sont les rizières chinoises ou les plantations de thé au Chili, ou les paysages du Danemark, clairement construits par l'homme. On n'est pas en reste, en France aussi, on a nos petites aires circulaires, comme par exemple les jardins labyrinthes, qui sont aussi des paysages en partie fabriqués par l'homme, parfois même complètement fabriqués. Il y a des paysages que l'homme fabrique complètement, comme par exemple à Dubaï, où on va créer l'île Palmier, un endroit où il n'y avait aucun paysage auparavant. Eh bien, les Amérindiens ont fait de même, mais pas avec des constructions géométriques ou visibles de façon ostentatoire, mais ils ont, comme je le disais, surélevé des chemins, comme vous pouvez le voir en haut en Bolivie, construit des terres soit en coquillage, soit en terre. Alors, c'est pas des petites terres, hein. Certains font 20 hectares, mesurent 20 mètres d'altitude. C'est des constructions. Euh, Parfois, je m'amuse à mettre un plan de site amazonien à côté d'un site Maya, et le site Maya fait vraiment village de Schtroumpf à côté du village amazonien, alors que les échelles sont souvent les mêmes. Donc, ils ont creusé des canaux, comme les sites, ce que les Brésiliens appellent les géoglyphes, qui sont des fossés cérémoniels qui sont découverts à la faveur de la déforestation. C'est un effet collatéral de la déforestation. On découvre des sites dans la forêt découverte. Et puis parfois, c'est tout le paysage qui a été entièrement remodelé, comme par exemple à, au pied des Andes, en Équateur, dans la vallée de Lupano. Ils ont entièrement remodelé la superficie du sol pour construire des monticules et des chemins creusés interconnectés. Et toute la vallée, sur 100 km de long et 20 km de large, est complètement anthropisée. Alors, ils avaient choisi évidemment un lieu fertile le long de Lupano, puisqu'il y avait des cendres volcaniques, donc c'était très riche. Les paysans du coin me disaient qu'ils faisaient 3 récoltes de maïs par an, ce qui est très bien, sans OGM, hein, seulement avec des cendres volcaniques. Mais quand on choisit ça, évidemment, on choisit le risque. Et ces braves Zupano ont dû s'enfuir assez rapidement au début de notre ère, puisqu'ils ont pris comme à Pompéi, ils ont pris le volcan sur la figure, ils ont pris 40 cm de cendres, et visiblement des lahars, donc des nuées ardentes, à 1000 degrés de température, c'est un peu chaud. Ils sont partis. En tout cas, ils ont profité d'un paysage, ils l'ont modifié, ils ont dû le quitter vite, c'est tout. Et ailleurs, par exemple, sur la côte des Guyanes, on va trouver des paysages entièrement transformés par l'homme, comme par exemple ces champs surélevés qui s'étalent sur des centaines d'hectares, qui sont il y a deux moyens de cultiver dans une aire mouillée ou humide ou inondable. C'est soit vous asséchez les parcelles en faisant des canaux, c'est ce qu'ont fait les Hollandais en faisant des polders, soit vous surélevez au-dessus du niveau d'inondation, c'est ce qu'ont fait les précolombiens, ce qu'on fait encore souvent en Afrique. Et donc en Amazonie, on va trouver des milliers d'hectares qui ont été transformés, alors soit au Venezuela, soit en Guyane, soit en Bolivie. On en trouve aussi en Colombie, mais côté côte Caraïbe. Ces structures qui ont été édifiées et ça représente des milliers de tonnes de terre retournées. Et c'est une ingénierie agronomique très forte qu'on ne comprend pas toujours. Par exemple, en Guyane, j'ai fait plusieurs projets interdisciplinaires avec des écologues, des pédologues, des archéobotanistes, des anthropologues, des géographes, enfin, une cohorte de scientifiques différents.
Si on prend ce site qui est à côté du pas de tir de Kourou, alors j'ai été original, le bleu c'est le mouillé, l'humide, et le vert c'est le sec. Et donc, entre les deux, ils ont construit des champs surélevés. Dans la partie la plus profonde, ce sont des buttes rondes de 1 à 4 mètres de diamètre. À mi-pente, c'est des buttes allongées dans le sens d'écoulement des eaux, donc pour drainer l'eau. Et sur la partie la plus haute, c'est des buttes allongées perpendiculaires à la pente pour là retenir de l'eau manquante en saison sèche. Donc il y a toute une pensée derrière. J'ai longtemps cru aussi qu'ils prenaient la terre au fond des marais, apparemment plus fertile, mais en réalité, un agronome m'a expliqué la terre des marécages est pleine de soufre, et très mauvaise, c'est la pire terre qu'on puisse imaginer. Non, ce qu'ils ont fait, ils ont raclé l'humus sur le sommet des cordons sableux pour construire les buttes. Et comme il y a très peu d'arbres, vous pouvez le voir, l'humus n'est jamais revenu, et c'est du sable, ils ont raclé le sable. Voilà une photo vue d'en haut. Alors je ne m'étends pas sur ce... Mais enfin, c'est pour marquer l'action de l'humain sur le paysage. Mais pas seulement, je dis que c'est construit en partie par l'humain, mais pas seulement, c'est plutôt une co-construction entre la nature et l'humain, puisque très vite je me suis interrogé sur le fait que ces champs surélevés, que j'avais découvert à la faveur de survols en ULM, on m'avait dit c'est pas la peine de faire de l'archéologie aérienne dans l'Amazonie, ça sert à rien. À l'époque, il n'y avait pas d'archéologie d'ailleurs. Mais quand on vous dit des choses, il faut toujours vérifier. Et donc, j'ai vérifié, et là, j'ai découvert ces milliers de buts. Et pendant très longtemps, personne ne voulait croire que ça pouvait être des hommes à poil et à plumes qui avaient pu construire ça. On m'a sorti toutes sortes de théories pour éviter de créditer les Amérindiens de cette agriculture. En tout cas, ce qui me choquait beaucoup, c'est qu'ils avaient l'air neufs. On avait l'impression qu'ils avaient été construits peu de temps auparavant, d'où certains qui me disaient que c'est des constructions de bagnards ou d'esclaves, mais c'était quand même assez étonnant. Et à vrai dire, le coupable de cette préservation parfaite est un petit coupable, mais assez important, puisque ce sont ce qu'on appelle les fourmis champignonistes, alors qu'elles sont des fourmis assez étonnantes, puisqu'elles découpent les feuilles, elles peuvent défolier un arbre en quelques heures, et se baladent en forêt en procession avec leurs petits bouts de feuilles. Les Brésiliens, ils appellent des windsurfeuses, parce qu'on a l'impression de voir une compétition de windsurf. Et à vrai dire, c'est pas pour les manger, comme on croit souvent, c'est pour les mastiquer et faire une espèce d'abono, comment dire en français, un ferment, un engrais, pour cultiver des champignons qu'elles mangent. Parce que les champignons ne pourraient pas pousser dans les sols pauvres, donc il faut qu'elles... Et alors, en faisant cela, elles apportent donc des éléments végétaux dans leur nid. Alors évidemment, une fourmi qui apporte un brin d'herbe, c'est pas grand-chose. Mais quand vous avez 1 million de fourmis qui apportent chacune son brin d'herbe, ça commence à faire des proportions un peu notables. Et le nid, enfin la butte, parce qu'elles peuvent pas construire ces buttes, la saison sèche est trop courte, donc elles occupent des buttes déjà construites. Elles maintiennent une certaine attitude à la butte avec ces apports de matière organique. Mais pas seulement, elles sont aussi des constructrices de buttes, de buttes déjà faites, puisque en creusant leur nid, leur nid c'est un puits avec des chambres latérales, elles remontent des matériaux en surface. Alors c'est sûr qu'une fourmi qui remonte un grain de sable, c'est pas grand-chose, mais quand vous en avez 1 million, ça commence à faire des quantités assez appréciables, et elles maintiennent donc le nid au-dessus du niveau d'inondation pour évidemment survivre. Donc il y a une vraie co-construction, ce qu'on appelle des ingénieurs naturels d'écosystèmes, une co-construction entre la nature et la... Alors ce qui est amusant, c'est nous sommes nous les humains, des mammifères socio-agriculteurs, et le jour où on est parti, on a été remplacé par des insectes socio-cultivateurs. Et donc il y a une espèce de continuité dans l'usage agricole de ces buts. Alors j'ai parlé des fourmis, j'aurais pu parler des termites qui ont aussi leur action, des vers de terre, des plantes, mais le temps ne me donne pas pour détailler ce sujet.
Donc, ces paysages sont une co-construction de la nature et de l'homme. Les villages s'étalés sur les anciennes plages qui se retrouvent enfermés dans les marécages. Parfois, quand il n'y avait pas ces plages, ces élévations au-dessus des niveaux d'inondation, ils construisaient des tertres, comme je vous l'ai montré. Et là, vous voyez le village qui résiste aux inondations. On va retrouver ces tertres qui sont construits dans ces zones très inondables. Et alors, si on analyse une photo aérienne, vous pouvez voir déjà que simplement les cours d'eau n'ont pas l'air naturels. Vous voyez, des cours d'eau qui sont parallèles, ils se croisent. Enfin, le chevelu hydrographique n'est pas du tout naturel, mais bien construit par l'homme. De même que les monticules, il y a un monticule central plus 2 périphériques. Autour de ça, ils ont construit des grandes aires de champs surélevés. Et pour connecter tout ce paysage, ils creusaient des chemins, donc comme une toile d'araignée qui organisait le paysage, chemins qui avaient un double usage de marcher en saison sèche, quand il n'y avait pas d'eau, et pour circuler en pirogue en saison humide, puisque souvent il n'y a pas assez d'eau pour que le tirant d'eau donne à une pirogue. Et donc, comme de nos jours, il y a des chemins d'eau, on peut dire, pour circuler dans ces aires inondées. Tout ça pour dire que les Amérindiens, bien qu'on les crédite de n'avoir aucune action sur la terre, puisqu'ils n'ont pas le sens du territoire, ils ne plantent pas, ils ne domestiquent pas. Entre parenthèses, j'ai fait une carte avec Geoffroy de Saulieu des grands centres, des grands foyers de domestication des plantes dans le monde. Alors, c'est facile à faire, hein. 14 grands foyers. Sur les 14 foyers, il y en a 11 qui sont sous les tropiques. Donc les pays tempérés n'ont pas l'apanage de la domestication des plantes. Et puis surtout, vous allez au croissant fertile, ils ont domestiqué une ou deux plantes. En Amazonie, on en est à 86 plantes domestiquées, dont le riz. Il y a du riz. Donc de plantes domestiquées. Le cacao a été domestiqué en Amazonie bien avant le Guatemala, 1500 ans avant le Guatemala. C'est vraiment des terres d'invention, mais c'est pas le thème du cours, donc je me lance pas là-dedans. En tout cas, les Amérindiens ont un territoire, même s'ils ne s'en sentent pas propriétaires, seulement locataires. Et alors, vous pouvez voir, c'est assez étonnant comment il est construit. Ça, c'est une carte qui a été faite par l'Amérindien de son territoire avec ses propres mots, j'ai envie de dire. Il se définit à l'inverse des nôtres. Nous, on a exploré l'Amazonie et on définit un peu nos territoires à partir des frontières. On a circulé sur les rivières en Amazonie, les fleuves et rivières, et c'est là qu'on a délimité notre territoire des différents pays colonisateurs, avec après on a mis un centre où on a mis la capitale. Et donc, vous pouvez voir qu'en Amazonie, ce sont les frontières qui sont densément occupées, qui sont les mieux connues. Elles sont très bien tracées. Il y a eu des tas de guerres frontalières dans toute l'Amazonie et dans toute l'Amérique du Sud, parce que c'est la frontière qui définit le pays. Chez les Amérindiens, c'est le contraire. C'est le centre qui définit le pays, puisque le centre est même la maison familiale ou la maison communautaire du village, et après, ce sont des cercles concentriques avec le cercle des jardins, le cercle des champs, le cercle de la chasse, et puis à un moment, il y a un territoire qu'on ne connaît plus, et c'est là qu'est la frontière. La frontière est dans le vide, là où nous traçons des frontières dans le plein. Enfin bon, c'est un autre sujet. Par exemple, voilà la carte officielle du sud du Suriname, d'une partie du sud du Suriname par les Hollandais. Carte très complète, vous voyez, très détaillée. La même carte par les Amérindiens est évidemment un peu différente. Quand vous les superposez, vous pouvez voir qui connaît son territoire et qui ne le connaît pas. Et vous voyez que le territoire s'étiole vers le haut à un moment où on ne le connaît plus. Et ce territoire, les Amérindiens ont appris à le définir avec des critères blancs, puisque dans le Tapajos, par exemple, où ils sont victimes. Le Tapajos, c'est une rivière du bas Amazone qui coule de l'Amazone vers le sud, qui est au sud de l'Amazone, et qui est peuplée de Mundurucus, qui sont parmi les plus vaillants et les plus vindicatifs parmi les Amérindiens,
Ils ont deux, trois petites raisons quand même. On leur a fait Belo Monte, l'énorme barrage gigantesque qui a détruit toutes leurs terres traditionnelles, et on prévoit 34 barrages hydroélectriques le long de leur rivière. Donc, ils ont appris à s'associer avec leurs ennemis traditionnels qui sont les colons, les métis, mais qui sont habitants au même titre que de ces régions, pour commencer à délimiter leur région. Et là, c'est le premier panneau posé pour dire ici, c'est chez nous. Je ne sais pas s'ils résisteront au triste bruit des bottes qu'on entend depuis quelques semaines au Brésil, puisque un des vœux de certains dirigeants brésiliens, c'est quand même d'en avoir fini avec les Indiens au plus vite, quand même des empêcheurs de tourner en rond. Alors qu'on aurait pu rêver, jusqu'à un certain temps, de rendre à la nature sa dignité, comme par exemple en Nouvelle-Zélande, où en 2012, la Wanganui rivière a été reconnue comme une entité vivante à part entière, et avec des droits légitimes. On lui a donné une identité légale pour pouvoir se défendre devant les agressions de quelconque margoulin. Et je termine avec ça sur les paysages, pour pas allonger le discours, et on va peut-être aller voir ce qu'il en est du côté des êtres d'exception de cette forêt amazonienne. Et pour ça, je vais rendre hommage à mon ami Dimitri Karadimas, qui était probablement un des grands penseurs de notre temps, un des grands génies de l'ethnologie. Il avait une connaissance énorme tant de la nature que de ses prédécesseurs. Il avait travaillé avec les plus grands philosophes et ethnologues de notre temps. Et il avait essayé de comprendre l'intégration de l'homme dans le monde et le corps, comment était traité le corps humain et le corps des êtres qui peuplent la Terre. Et pour pouvoir entrer dans le monde un peu difficile, un peu particulier de Dimitri, je pense qu'il avait vraiment créé une révolution. Il est mort avant de pouvoir la mettre en pratique. Une révolution dans le mode de penser l'Amérique, différemment de notre classique arrogance eurocentrique. Et donc, pour rentrer dans ce monde que je vais essayer de vous résumer, je vais vous demander de quitter vos yeux bleus pour vous chausser de yeux noirs, ce qui va vous permettre de comprendre un peu mieux le monde amérindien, puisqu'on a trop tendance à vouloir l'interpréter avec nos critères scientifiques, nos critères de connaissance, et en oubliant que c'est un monde qui n'avait jamais eu de contact avec l'Europe avant 1500 et qu'ils avaient créé leur propre mode de pensée. Ce que Dimitri a essayé de pénétrer en vivant longtemps chez les Miranya du Haut-Pest de Colombie et en dévorant les mythes fondateurs des groupes, mythes qui ne sont pas des légendes, mais qui sont bien des mythes. Je pense qu'il y a eu des cours là-dessus. Et je vais vous prendre quelques extraits de sa pensée et de la mienne aussi, quand même, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble, donc on s'est beaucoup mutuellement pollué l'esprit, pour essayer de comprendre comment les Amérindiens conçoivent les habitants de leur monde. Alors tout d'abord, je prends un exemple tout simple, le plus évident, qu'est le jaguar. Jaguar, donc, est un mot amérindien, qui est un mot tupi yawa, qui a donné jaguar en espagnol, en français, en anglais. Selon les Amérindiens, il y a trois grands types de jaguars. Il y a le puma, qui est un jaguar, qui a deux formes. La loutre est aussi un jaguar, tous des carnivores, c'est important. Et le jaguar lui-même, qui a 4 formes différentes, une forme tachetée, une forme noire. La forme noire est tachetée aussi, c'est que ce sont des taches noires sur fond noir, donc on ne les voit pas. Mais ils sont aussi tachetés comme les autres. Une forme claire, donc à taches claires, et puis une forme batracienne, qui est aussi un jaguar. Un jaguar, ou plutôt une magicienne transformiste, qui se transforme soit en jaguar, soit en grenouille, selon ses opportunités, parfois en femme pour séduire les hommes.
Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui rapproche cette... Alors, ce sont des dendrobates extrêmement mortels, hein, qui ont un poison... Elles sont minuscules. Hein. Je travaillais dans une région où il y en avait partout, mais il ne fallait pas les toucher parce qu'on mourait instantanément. C'est un poison, c'est le poison le plus violent au monde. Et d'ailleurs, les Amazoniens l'utilisent de façon assez amusante, si je puis dire, puisqu'ils extraient le poison, c'est un poison cutané, de la peau de la grenouille, et quand ils ont besoin de plumes de certaines couleurs, ils chopent un perroquet, ils lui arrachent les plumes, le badigeonnent avec un mélange de ce poison, et les plumes repoussent une autre couleur. Le perroquet a un certain coup de mou après ça, mais en tout cas, c'est un cas unique au monde de coloration artificielle des plumes sur l'animal vivant. Mais pourquoi cette grenouille est aussi un jaguar? Pour 3 raisons. D'abord, elle feule comme les jaguars, elle gronde comme ça. Ensuite, elle est carnivore comme les jaguars. Et sa troisième qualité, c'est pas celle que vous croyez, c'est pas ses tâches, mais c'est bien le fait qu'elle n'est pas consommée par l'homme, comme le jaguar. Et donc, c'est ce qui le rapproche du jaguar. Et là-dessus, on va rentrer dans... Pierre vient de partir parce que c'était ce qui nous a un peu présenté le monde, le merveilleux monde scientifique de la connaissance. Alors nous, on a une connaissance scientifique très bien organisée, puisque l'INE a classé le monde avec des catégories en peigne qui sont exclusives, et donc on ne peut pas se tromper. On sait très bien qu'un éléphant est un éléphant et un lémurien. Il est plus embêté avec l'ornithorynque, mais bon, il trouve sa place. En tout cas, c'est un mode de classement irréprochable. On ne comprend même pas pourquoi d'autres peuples ont d'autres modes de classement. C'est tellement génial que tout le monde devrait l'adopter. Parce que c'est quand même le meilleur qu'on ait au monde, quoi. De toute façon, les Indiens n'ont pas de science, c'est bien connu. Nous, ça fait 400 ans qu'on est là, on a de la science. Eux, ça fait 10 000 et ils connaissent rien à la forêt. Mais c'est vraiment ce que vous pouvez lire à travers les lignes, entre les lignes des textes du XXe siècle. Hein. Je caricature à peine mon discours. Ils ont donc une science aussi, les Amérindiens. Ils ont une façon de penser le monde, ils ont une façon de classer le monde, comme nous tous, mais c'est différent. Prenons quelques animaux amazoniens au hasard. Comment pourraient-ils les classer? Comment les classent-ils? Il y a les animaux qui volent. Donc les oiseaux, les insectes, les singes qui volent d'arbre en arbre. Et puis, il y a les animaux de l'eau, liés à l'eau. Donc vous avez les anacondas, les poissons, les grenouilles, les insectes aussi qui volent, les libellules au-dessus du niveau de l'eau. Donc. Et là, vous voyez une première différence avec notre mode de pensée, qui est que les groupes ne sont pas exclusifs, mais sont intégratifs et ils se mélangent. C'est pas parce qu'on est dans un groupe qu'on n'est pas dans l'autre. Et c'est un point essentiel du mode de pensée amérindien. Vous avez les animaux qui ont les extrémités colorées, comme l'agouti au cul rouge ou le tamarin aux mains jaunes. Puis vous avez les animaux à poil qui vont former un groupe, toujours des groupes débordants et intégratifs. Et puis la catégorie que je viens de présenter, la loutre, la grenouille et le jaguar qui forment la catégorie Yawa. Donc vous voyez, ce monde est classé de façon sensée, avec des critères qui sont autres, qui ne sont pas nos critères physiques. Souvent nos critères sont physiques, ils intègrent les intériorités des animaux au même titre que leur extériorité. Je pense que si je devais donner la clé pour comprendre le monde amazonien, j'édicterais la règle des 3 P. Le parasitisme, qui est essentiel dans le mode de relation à l'autre, la prédation, qui est un autre point crucial de la rencontre avec l'autre, et le polymorphisme. On peut être un jour un jaguar et le lendemain une petite grenouille. Ça ne pose aucun problème de conception du monde. Et c'est vraiment important d'avoir ces 3 points en permanence en tête. Alors évidemment, nous on a créé aussi, parce qu'on adore créer des catégories, on a créé une trinité incontournable. Tout ce qu'on voit dans l'art amérindien, c'est ou des jaguars, ou des anacondas, ou des aglarpis. C'est-à-dire les 3 animaux qui nous ont le plus impressionnés en tant que conquérants.
c'est presque toujours des jaguars, il ne faut pas se leurrer. Tous les Amérindiens, ils ont su faire que des jaguars, quoi. Ils avaient trouvé la façon de dessiner un chat et ils l'ont répété à l'envi. D'ailleurs, quand on regarde l'art de Colombie, par exemple, c'est évidemment tous des jaguars, quoi. Bon, il y en a un, il a un peu un petit problème de gonflement des pieds. Celui-là, j'aime bien parce que j'ai un archéologue que je ne citerai pas qui. Alors, ça, c'est typiquement un jaguar aussi. Et là, l'encre qu'il a derrière, c'est la queue du jaguar qui bat. Parce qu'on trouve toujours une explication quand on a une idée préconçue. Hein. Donc tout ça sont clairement des jaguars, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut accepter ce que je vous dis comme une vérité incontournable. Enfin, un jaguar. Alors il y a celui-là qui est très connu, qu'on va retrouver surtout de la côte pacifique, qui est un jaguar sur ses pattes. Et donc comme il est sur ses pattes, on va aussi l'interpréter comme un chaman en transformation de jaguar. C'est un peu les deux quand même. Enfin, c'est surtout un jaguar. Et quand vous regardez les figurines de près, il n'y a aucun doute, il a une bonne gueule de jaguar. On ne peut pas se tromper. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Là, sur ce coup-là, on est face à un vrai jaguar. Enfin, on va quand même vérifier. Parce que ici, vous avez ces petits animaux sur leurs pattes, un peu agressifs. Ils ont des oreilles en encornées comme ça. Et les jaguars, ils ont des oreilles rondes, c'est pas des oreilles comme ça. Alors qu'il y a bien des animaux qui ont des oreilles encornées. Hein. Mais c'est pas des jaguars. Et puis, ils ont des yeux globuleux, ces figurines présentent des yeux globuleux, ce qui ne sont pas du tout des yeux de félin. Alors qu'il y a des animaux qui ont bien des yeux globuleux. Et puis, alors là, ils ont des crocs, alors il n'y a pas de doute, ces animaux ont des crocs, là, c'est quand même le jaguar, il n'y a aucun doute. Mais enfin, il n'y a pas que le jaguar qui a des crocs, il y a plein d'autres animaux qui ont des crocs. Et puis, il a une langue, très souvent, quand il a la bouche ouverte, ils ont des langues très longues. Alors ça, le jaguar n'a pas de langue longue. C'est pas facile à dire, langue longue. Langue longue. Longue langue. Ouais, c'est des mots, c'est des associations de mots qui sont difficiles à faire. Hein. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, ces langues longues ne sont pas des langues jaguar, alors qu'il y a des animaux qui ont des langues très longues et très utiles. Et puis, alors, si, ils ont des mains. Ces animaux ont des mains avec des doigts. Alors, moi, je ne connais pas bien Enfin, que je sache, les jaguars, ils ont plutôt des coussinets. Enfin, ils n'ont pas de doigts, en tout cas. Alors qu'il y a quelques animaux qui ont bien des doigts griffus, il n'y a pas de souci. Et puis il est souvent debout sur une grosse queue, apparemment préhensible, qui n'est évidemment pas une queue de jaguar, hein, alors que d'autres animaux présentent ce type de queue préhensible. Et finalement, quand on regarde en détail, sans les œillères eurocentriques, on va s'apercevoir que ce qu'on considère être un jaguar ne l'est pas tout à fait, mais rappelle étonnamment un animal beaucoup plus banal, qui est le kinkajou, et qui est un espèce de petit marsupial qui est très important dans les mythes amérindiens, qui a une longue langue pour aller chercher le nectar des fleurs, qui se dresse quand il est menacé sur ses deux pattes, parce qu'il est le seul mammifère à le faire en Amazonie, et c'est grâce à sa grosse queue préhensible, il se soutient sur cette queue. Et donc finalement, c'est pas le puissant jaguar qui est représenté, mais bien un petit animal assez banal, le kinkajou. Je compare ça un peu au roman de Renard, vous savez, où le loup, c'est toujours l'idiot de la farce. C'est le gros puissant, un peu bête, qui est toujours perdant, et le renard est plus intelligent, plus habile, et c'est lui qui gagne. Et ben dans les mythes amérindiens, c'est la même chose. On admire la puissance et la force du jaguar, mais c'est pas lui le héros, c'est ou le kinkajou ou la tortue. Enfin, ce sont des animaux beaucoup moins impressionnants. Et là, je vais partir sur. J'arrive en fin de course, hein, vous en faites pas. Je vais pas vous la faire non plus trop longue, quoique. Je vais poser des questions simples. Sur les masques, ça a été démontré par Dimitri, les masques Mirania de Colombie, les masques de l'arrêt, ils ont 4 yeux.
Alors je sais bien qu'ils ne savent pas grand-chose les Indiens, mais de là à mettre 4 yeux à une raie, il y a quand même des limites à l'incompétence. Il faut en chercher les raisons. À vrai dire, c'est que représenter une raie, c'est assez ennuyeux. Alors si on la fait en 3D, en vase, c'est facile, mais comme elle a deux faces, la raie, elle a une face ventrale avec la bouche et les narines, et une face dorsale avec des yeux. Et du coup, c'est soit vous faites une face, soit l'autre, mais pas les deux. Et surtout, quand vous êtes amérindien, les grosses bêtes et les gros poissons, vous les ouvrez pas par le ventre pour arracher les tripes, mais vous les ouvrez en découpant par la colonne vertébrale et en ouvrant par derrière. C'est ce qu'ils faisaient aussi aux victimes du cannibalisme. Hein, avant de les manger, ils les ouvraient par le dos. On peut le voir très bien des gravures de Hans Staden. Voilà l'autre livre que je vous conseille de lire. Je vous conseille de lire 3 livres. Carbaral, la découverte de l'Amazone, l'épopée où ils descendent donc de Quito à l'Atlantique. C'est des petits livres, ça se dit très vite. Lisez Hans Staden, Nu sauvage et anthropophage, 1557. C'est un type qui se fait choper par des Tupinamba et il s'est fait intégrer dans les familles, comme on fait en Amazonie, et il voit des gens se faire bouffer. Et tous les jours, on lui dit demain, c'est toi qu'on bouffe. Et pendant 9 mois, il voit des gens se faire bouffer. Évidemment, c'est assez déplaisant comme perspective. Mais il finit par s'échapper et finit par arriver à... Il s'échappe et publie un livre qui sera un grand succès au XVIe siècle, donc Nu sauvage d'anthropophage, qui a été traduit dans plein de langues. Il est chez Métayer. C'est un petit livre aussi. Hein. Et c'est génial de voir la qualité d'ethnologue qu'il a, puisqu'il arrive à... Il les condamne pour pas être des enfants de Dieu, mais il arrive à comprendre pourquoi ils vont manger leur ennemi. Et pourquoi ils le socialisent et l'intègrent à leur groupe avant. Et des qualités humaines et de compréhension, comme Ronsard, qu'on ne va pas retrouver chez les ethnologues modernes, qui ont trop souvent tendance à traiter leurs Indiens comme des sujets d'étude. Il y avait vraiment une autre perception au Moyen-Âge. Je ne dis pas ça pour vous. Hein. Non, c'est dans l'absolu que je le dis. Répétez, c'est bien Je suis un mauvais élève, tu sais. Et du coup, j'ai encore perdu le fil. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le mien. Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes, puisque quand je suis revenu la dernière fois d'un long séjour, j'ai passé 25 ans en Amérique du Sud, et quand je suis revenu d'Équateur il y a 3 ans, j'ai été furieux de voir qu'il n'avait pas un livre sur l'Amazonie. Alors, il y a des livres d'ethnologues, mais souvent un peu académiques, mais pour le grand public, il n'y a rien. Et je trouve ça scandaleux, puisque la France est le dernier pays d'Europe à avoir un territoire sur le continent américain, la Guyane, qui est en Amazonie, et personne ne sait où est la Guyane. Combien de fois on m'a dit que ça doit être une jolie île? Ah oui, en effet. Oui, alors, mais ça, c'est mon prochain combat, c'est de combattre l'éducation nationale, en tout cas les manuels scolaires, parce que j'ai été gavé, comme vous tous probablement, de l'Afrique coloniale, de l'Afrique décolonisée et tous ses bienfaits. Et ça, c'est des heures et des heures de cours d'histoire et de géographie. En revanche, j'ai jamais eu un cours sur la Nouvelle-Calédonie, la Réunion ou la Guadeloupe. Et c'est insupportable, qu'on le veuille ou non, ça reste des colonies françaises, mais elles sont toujours françaises et elles ne sont pas intégrées dans le discours scolaire et c'est inacceptable. Je pense qu'il faudrait réviser ça. Et c'est pour ça que les ultramarins se sentent si souvent délaissés par la métropole parce qu'on ne parle jamais d'eux. Parenthèse fermée. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un livre. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de livre. Il y avait 2 livres, celui de Gerbrandt. Alors, je garde les sciences humaines que je mets quand même dans le clan des livres un peu académiques et que ne veut pas lire le Pékin moyen. Il y avait le Gerbrandt, Alain Gerbrandt, de la découverte Gallimard, très beau livre sur l'Amazonie. Il y en a un de Soublin, aussi un historien au début du XXIe siècle. Mais ces gens-là ne parlent que des 300 dernières années, que des colons. Pas un mot sur les Indiens, ou juste pour leur montrer leurs plumes et leurs flèches. Il y a 10 000 ans d'histoire qu'il faut présenter. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre, mais c'est grand public. Hein. Si je devais vous recommander un livre scientifique, ça serait plus celui chez Actes Sud sur la forêt sauvage, dans le jardin sauvage. Mais celui-là, il est
pouvez le lire en vacances. Il est fait pour ça. Bref, une raie. J'en étais à découpage par le dos. Ouais. Alors, vous ouvrez la raie et forcément, les yeux passent devant. Et l'effet d'optique fait que vous avez 4 yeux, puisque vous avez les 2 narines et les yeux qui font effet de yeux. Et quand vous demandez à un Amérindien de dessiner une raie, comme un troumaille par exemple, il va mettre les yeux, la bouche et les narines sur la même face. Et du coup, quand ils font un masque de raie, ils vont mettre les 4 yeux ensemble, et c'est pour ça que les raies ont 4 yeux. Je vais faire une question un peu plus facile. Pourquoi les migales ont-elles 14 pattes? Alors ici, on est au Pérou, à la Huaca de la Luna, un site mochica extraordinaire, avec des stucs dans les temples de sacrifice, qui représentent clairement des migales. Et là, vous pouvez... Sauf que vraiment, une fois de plus, n'importe quoi, 14 pattes, pourquoi pas 16 ou 18, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, alors que c'est bien les migales. Alors l'idée, c'est que apparemment les araignées les migales étaient des animaux importants dans la mythologie amérindienne, les mochica, et souvent vous voyez des colonnes de prisonniers avec le vainqueur qui a une migale à côté de lui et les prisonniers qui sont associés à des mouches. Donc là, interprétation facile, les migales mangent les mouches. Les vainqueurs tuent les prisonniers, on est dans une logique certaine. Sauf que quand on regarde de plus près ces mouches, elles ont des mandibules. Alors que les mouches ont plutôt des trompes d'habitude. Hein. Au moins une mouche à mandibules, c'est une guêpe. Et il faut savoir ce que font les guêpes aux migales en Amérique du Sud. Elles viennent par derrière et tac, tac, j'ai envie de dire même, elles mettent leurs ovipositeurs dans la migale, et dans cette pénétration forcée, ce viol un peu excessif, elles déposent leurs larves dans la migale, et les larves vont se nourrir de la migale vivante, et de là sortira un monstre, une guêpe, qui ne sera donc pas une araignée. C'est Alien, hein, c'est exactement ça. Et du coup, les Amérindiens, quand ils ont le masque de la guêpe, le représentent avec un gros pénis, parce qu'évidemment, il y a un côté sexuel très marqué, hein. Un peu extrême, je l'avoue, mais la migale reste vivante jusqu'à la fin de sa maternité. Et donc, quand on voit des mouches qui sont donc des guêpes représentées, entourées de 4 singes. Alors les singes sont, je vous ai parlé de polymorphisme, les singes sont aussi des araignées. C'est un peu compliqué, mais ça reste, si vous coupez la tête à un singe, ça devient une migale. C'est un long mythe, je ne vais pas vous le raconter, mais bon, c'est passionnant. En tout cas, les 4 migales ne sont pas les prédateurs, mais bien les victimes, les futures victimes de la guêpe. Et ces guêpes-là, c'est des guêpes qui font cette taille-là, hein, c'est impressionnant. J'en avais beaucoup dans mon jardin. Un jour, j'ai chopé l'accouplement monstrueux. Ça fait mal hein, quand ça pique, parce que ça a vraiment des dards terribles. Et donc, c'est quand même une symbolisation du rapport sexuel assez forte. Et d'ailleurs, les jeunes filles Kaapor du Haut-Xingu, quand elles ont l'âge de la puberté, l'âge de procréer, on leur donne un collier qui représente ce combat, puisqu'on voit en bas une araignée, une mygale, les pattes en arrière, ça veut dire qu'elle est vaincue, et le fermoir, c'est une guêpe pompile, une guêpe parasitoïde qui va pondre ses œufs dans la fille qui est fertile. Et c'est pour ça que quand vous voyez des diables dans les peintures précolombiennes, les tissus ou les peintures, à vrai dire, c'est bien la guêpe. Quand vous retournez la guêpe, les cornes du diable sont arrêtées des mandibules, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous rajoutez une bouche sur le sommet de la tête de la guêpe, vous avez un être tout à fait exceptionnel. Donc, ce dessin, ce stuc s'explique bien, c'est bien une mygale à 8 pattes, d'où sort une guêpe à 6 pattes, 6 plus 8, le compte est bon. Nous sommes à 14. Et si vous me laissez le temps, si vous voulez que je vous parle de jeunes filles et de vampires, je peux y aller. C'est le dernier travail qu'on a fait ensemble avec Dimitri sur le Venezuela, au pied des Andes, vous voulez. Oui, Blood and Sex ou Sex and Blood. Allez, on ferait les deux.
Donc son tout dernier travail, un peu avant de mourir, j'avais été voir des collections de musées privés et il y a des pièces extraordinaires dans certains musées, absolument pas connues parce que c'est toutes des pièces pillées mais qui sont bien amazoniennes, notamment au Venezuela. Le Venezuela, il faut savoir, c'est le pays des chauves-souris. Il y a plus de 3500 espèces de chauves-souris, enfin c'est vraiment... Et puis il y a surtout le fameux vampire, hein, qui est représenté abondamment tant en Colombie qu'au Venezuela. Alors vous savez ce que c'est un vampire, hein? C'est pas ce que vous croyez, hein. Il vient, il dépose quelques gouttes d'anesthésiant sur votre peau et vous mord. Et vous le sentez pas. Moi, je me suis réveillé plein de fois avec des traces de sang, j'avais été mordu et on le sent pas. Le seul problème de cet anesthésiant, c'est comme pour le moustique d'ailleurs, c'est un anticoagulant qui fait que ça continue à s'écouler pendant quelques temps après qu'il est mordu. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que les jeunes filles, quand elles ont leurs premières règles, les cogis, les d'autres disent tiens, la chauve-souris, le vampire est venu te mordre. Euh, donc il y a une association directe entre le vampire et les premières menstruations des jeunes filles. Et vous pouvez voir d'ailleurs que quand elles ont les jeunes filles, les fillettes qui deviennent jeunes filles, ont ces motifs traditionnels chez les Witoto, qui représentent une chauve-souris, un vampire. Alors ça, c'est l'explication donnée par les Indiens eux-mêmes, c'est pas des interprétations anthropologiques, hein. C'est une chauve-souris suspendue par les pieds, qui est donc, par analogie, montrée sur le corps de la jeune fille. C'est très bien démontré dans la thèse de Dimitri, justement. Et puis moi, j'avais été voir des collections avec des drôles de figurines féminines, assez drôles, là, parce qu'elles ont des cornes, vous voyez, une qui a des cornes, c'est bizarre, hein. Et puis des peintures assez merveilleuses. Et à un moment, j'ai dessiné ces peintures pour les comprendre. Et quand j'ai dessiné le drôle de pagne qu'elles ont toutes les deux, et ben du coup, ça m'est apparu assez évident que c'était pas des pagnes, mais bien des représentations de chauves-souris. C'était assez réaliste d'ailleurs, qui étaient dessinées sur ces jeunes filles. Donc forcément, ça en appelle un peu à ce... Parce que ces pièces-là ont 700 ans d'âge, mais ça rappelle un peu les peintures corporelles actuelles des Witoto, Kaina et autres groupes de Haute-Amazonie. Donc il y a vraiment une association entre le sang, la fertilité, et, enfin l'aptitude à procréer. Et puis si on continue, il y a des pièces assez étonnantes, comme ces vases à cariatides, avec... bon, là, c'est typiquement des jaguars. Là, vous voyez, je crois qu'on n'a pas de... Il y a même la queue qui bat derrière, vous voyez. Donc là, il n'y a aucun doute, on est face à des jaguars. Sauf que quand même, des jaguars à cornes, c'est un peu bizarre. Et à vrai dire, si vous regardez les pupes, les chrysalides de certains papillons, c'est une représentation assez réaliste de ces pupes. Vous voyez, même les cornes, les motifs sont exactement les mêmes que certaines pupes même la position même de cariatide est la même position que ces pupes de papillons. Et ces papillons ont une caractéristique, puisque, et pour l'expliquer, regardez qu'il y a des petits anacondas à côté des jaguars. Vous voyez, ils se baladent, il y a le jaguar, puis l'anaconda. On a bien vu que le jaguar était une pupe, et ce petit jaguar, cet anaconda, n'était pas un anaconda, mais une larve de guêpe parasitoïde, on y revient. Et si on retourne les petites... donc c'est plus tout à fait la même limonade, la relation entre cette larve parasitoïde et la pupe existe dans la nature. Et si on retourne les fameuses figurines que je vous montrais tout à l'heure, dans le dos, il y a toujours une espèce de tripode avec une tête qui, évidemment, la même représentation qu'on va trouver sur les vases et qui représente cette guêpe parasitoïde qui pénètre dans le corps de la pupe pour se développer, et de cet nouvel accouplement un peu monstrueux sortira une guêpe. Donc une fois de plus, on retombe sur cette prédation, ce parasitisme, ce polymorphisme, et là c'est une symbolique très nette de procréation et de maternité. Et donc le panthéon, je vous ai présenté notre panthéon du jaguar, de l'anaconda
et du Eglarpi, le panthéon amérindien est un petit peu différent. Il ne fait pas appel tout à fait aux mêmes références que celles qu'on croit. Et là, ce n'est qu'une partie du panthéon, puisqu'il y a toutes sortes d'esprits qui habitent la forêt. Ici, c'est chez les Quichua. J'ai pas le temps l'esprit de l'air, des nuages, l'esprit du sel, l'esprit de la montagne, qui habitent, coexistent avec les hommes dans une belle entente que nous sommes évidemment ingéniés à détruire. Merci. Peut-être des questions? Ou au moins vous êtes trop fatigué, vous voulez boire? Alors bonjour, Jean-Marc Meunier, je suis en master 2 d'ethnologie. Je travaille au Gabon, dans la même région que M. Jean-Paul Solu, avec qui je suis en communication. Justement. Ah oui, il m'a parlé de vous, oui. Je ne connaissais pas vos travaux et j'espère rentrer en communication avec vous parce que je travaille justement. Déjà, j'ai la même chose sur mon terrain, c'est que ça ne s'intéresse pas du tout aux animaux, tout le monde va s'intéresser. Ouais. Par exemple, un des animaux mythiques, c'est le Bundi, en fait, c'est un cerf. Attendez, j'ai le mot qui est là, je vais chercher exprès. C'est un petit singe en fait. Il joue un rôle énorme, mais c'est un tout petit singe en fait. Oui, c'est ça, il est banal, donc du coup. Il est banal, on ne s'y intéresse pas. Ouais. Mais eux, c'est toujours des petits animaux comme ça qui sont pris, et c'est pas du tout ce qu'on pense. Ben surtout que dans le cas amazonien, il y a assez peu de grands mammifères, à la différence de l'Afrique où il y a beaucoup de très gros mammifères. La faune amazonienne est assez banale chez les mammifères. Elle l'est beaucoup moins chez les insectes, chez les volatiles, chez les poissons, dans tous ces animaux qui sont secondaires pour nous. Et donc, quand vous allez en Amazonie, dans la forêt, vous voyez pas de mammifères. Non, les insectes, vous les entendez, quoi. Il y a 2,5 millions d'espèces d'insectes en Amazonie. Donc, on est une fois de plus dans le délire, et il faut savoir. Je trouve qu'un des grands génies de Dimitri, ça a été de regarder la biologie des animaux en parallèle de la mythologie des Amérindiens. Et c'est là qu'il a éliminé le jaguar, un peu moins radicalement que moi peut-être, hein, mais parfois l'excès permet de mieux faire comprendre, en ayant regardé les caractères, les attributs des animaux. Par exemple, lors de son HDR, il y avait une question qui lui disait « Mais pourquoi rejeter les chimères ?» C'est vrai, on voit des chimères partout. Pourquoi les rejeter? Et il a répondu tout simplement, je ne les rejette pas, mais avant de désigner un animal comme étant une chimère, je préfère voir s'il existe ou pas. Et avec un regard ouvert, un esprit aussi ouvert, on peut déterminer des espèces représentées qui ont l'air un peu bizarres. Mais regardez un jour une chenille de près, vous serez impressionné, quoi. Et les Amérindiens l'ont fait. Un exemple tout bête. Nous, si je vous demande de représenter de façon symbolique un caïman, 90% des gens ici vont faire un zigzag pour représenter les dents du caïman. C'est tellement logique, c'est quand même le trait le plus marquant du caïman. Vous demandez à un Amérindien de représenter un caïman de façon symbolique, il va vous faire deux ronds. Pourquoi? Parce qu'il le fréquente, et ce qu'on voit le plus d'un caïman, c'est les yeux. Sur le haut. Qui affleurent au niveau de l'eau. Et c'est comme ils le voient quotidiennement, presque quotidiennement, ils vont représenter le caïman par son trait le plus remarquable, qui sont les yeux. Et donc, c'est comme ça qu'ils font penser, il faut arrêter de poser notre regard centrique, mais essayer de comprendre comment les habitants du coin se représentent le monde. Merci. Pardon. Une autre question? Une autre question. Ah, ouais. Oui, non. Si, Une fois, deux fois. Bonjour. Je me demandais pourquoi une image de Tintin. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Ouais. Jeanne, Ah. anthropologie. Ah, pourquoi le fétiche Arumbaya? C'est un double clin d'œil à Jérémia et Pierre, et ils sauront pourquoi. Oui. Et le deuxième clin d'œil, c'est que c'est un esprit de la forêt, un habitant de la forêt. Et donc, il est considéré par les Amérindiens comme un habitant au même titre que de l'Amazonie. Donc, du coup, il a toute sa place ici. Une question. Oui, bonjour. J'ai la même étude en ethnologie. Bon, je pense que vous devez sûrement connaître les travaux de Mark Kleiner.
Bon, ça, c'est un des seuls travaux que j'avais vus sur la région. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette terre, mais je me rappelle quand même que dans son livre Sœur Manioc et l'étranger Jacquard, il me semble, il, il s'intéresse à la façon dont les Achaninka Conçoit le monde, oui. À leur classification, Oui. même si le terme est absolument Oui. approprié. Bah si, c'est quand même de la classification, hein, on peut le dire, je crois. Oui, bien sûr, mais il montre que dans l'idée même de classification, il y a déjà un peu quelque chose de trop occidental, entre guillemets. Mais au-delà de ça, il s'intéresse aussi aux transformations et aux variations, au fait que les Achaninka, comme d'autres groupes, sont désormais confrontés à travers l'école, notamment, à notre façon de classifier. Et il s'intéresse à la façon dont il mélange peut-être ou joue avec ces deux registres-là. Je veux savoir si vous avez des remarques à ce sujet. Alors, si, c'est très intéressant parce que, à vrai dire, jusqu'à il y a quelques années, je croyais toujours pas mes petits dadas, et j'ai vraiment un troupeau de dadas, à vrai dire. Hein. Mais enfin, il y en a un qui était donc les manuels scolaires, sud-américains, où j'étais édifié de voir l'absence de l'amérindien pour favoriser les métis et les espagnols. J'étais très pessimiste sur l'avenir de l'archéologie autochtone. Je me disais que l'archéologie resterait toujours colonialiste, puisqu'elle est pratiquée par des étrangers, qu'on soit non latin, ou même qu'on soit latin, puisqu'on est métis, qu'on est la plupart du temps latin. En tout cas, les autochtones, les Amérindiens, ne font pas d'archéologie. Et ça ne rentre pas dans leurs critères de connaissance, puisque combien de fois les Indiens m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas nous embêter avec tes trois tessons, là ?» Je veux dire, c'est des poubelles. Ça ne peut rien dire sur notre histoire. Comment veux-tu reconstituer notre histoire avec nos poubelles ? C'en est presque insultant. Les seules données fiables et réalistes qu'on peut utiliser pour faire l'histoire, c'est les rêves. Parce que là, on est sur des valeurs sûres. Et la connaissance, l'accès à la connaissance par les Amérindiens passe souvent par le rêve. Que ce soit dans la basse Amazonie, chez les Guajiro, ou les Aparos de l'Amazonie équatorienne, c'est une source de connaissances qui est reconnue comme sérieuse et fiable. Et donc je me disais, impossible qu'un jour il fasse de l'archéologie. Et bien je me trompais une fois de plus, lourdement, puisque j'ai quelques amis qui sont professeurs à l'université, la récente université d'archéologie de Santarém, et là il y a plein d'Amérindiens qui se sont inscrits et qui passent des diplômes. Je crois qu'il y a deux docteurs amérindiens qui intègrent notre discours et le mâchent et le recrachent, j'ai envie de dire, un peu comme pour le manioc. Transformés et qui vont contredire le discours du professeur. Et donc il y a une vraie dynamique qui se crée entre le mode de pensée, le mode de savoir amérindien et notre classicisme européen. Donc finalement, là où j'étais assez pessimiste il y a 15 ans, j'ai changé mon fusil d'épaule. Enfin, c'est pas une image très belle à dire. J'ai changé d'opinion. Ma Sarbacane. Ma Sarbacane d'épaule. Bonjour, Romain Danimal en Master 2, technologie. Je reviens juste sur un point au début de votre conférence sur les familles de langues en Amérique du Sud. Bon, vous avez donné en partie la réponse, vous avez parlé des guajinos et du rêve, mais c'est parce que sur le terrain, je suis confronté à pas mal de théories assez étonnantes, de la part d'anthropologues et d'archéologues locaux. Donc je travaille dans la péninsule de la Guajira, chez les Wayuu, et qui parle au Inaiki, langue de famille arawak. Et pour cette raison-là qui est évoquée constamment là-bas, j'ai pu faire plusieurs théories selon lesquelles les Wayuu viendraient de l'Amazonie, auraient descendu l'Orénoque, auraient longé les côtes avant de s'installer sur la Guajira. Et donc je me demandais si vous avez connaissance par l'archéologie de telles migrations en dehors de l'Amazonie vers d'autres régions de Basse-Terre. Ou si vous pouvez m'aiguiller sur... Alors, dans le cas des Wayuu, on a des données archéologiques. J'ai fouillé pendant un temps à Aruba, qui fait partie des ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao,
ces 3 micro-îles au large du Venezuela, et où donc c'était des populations pré-Guarijos qui étaient là, mais qui avaient le même mode de vie. Donc on pourrait penser qu'il y avait il y a eu une permanence, surtout que les populations des ABC se sont réfugiées sur la côte. Les Hollandais n'étaient pas les colonisateurs les plus sympas du monde. Et donc, ils traitaient plutôt mal les pays où ils allaient. Et donc, j'ai pensé que longtemps que les Guarijos étaient là depuis très longtemps. Mais il faut savoir que l'arrivée des Européens en Amérique du Sud, ça, c'était un coup de pied dans une fourmilière, quoi. Tout le monde a bougé. Il y a ceux qui se sont rapprochés d'eux pour avoir les biens européens et ceux qui les ont fuis parce qu'ils ont très vite vu que les maladies, qu'ils apportaient aussi des maladies. Donc ça bougeait dans tous les sens et il y a une déconstruction des splits, des fusions, des reconstructions de sociétés. C'est en ça que nous sommes trompés pendant longtemps en utilisant le discours ethnologique, puisque les sociétés actuelles ne sont que des reflets imparfaits de ce qu'étaient les populations précolombiennes. Et donc, il y a des mouvements très importants. Par exemple, les gens du delta de l'Orénoque fuyaient vers l'ouest des Guyanes, tandis que ceux de l'ouest de l'est des Guyanes, ceux de l'est des Guyanes fuyaient vers l'Orénoque, parce que dans le delta de l'Orénoque, les Espagnols faisaient des chasses aux esclaves, tandis que les Portugais faisaient des massacres dans le bas Amazon. Donc vraiment, ça allait dans tous les sens. Et donc, essayer de reconstruire des mouvements. Alors, je sais que plusieurs de mes collègues s'y mettent, hein, des archéologues qui travaillent avec notamment des paléolinguistes. Moi, j'ai des gros doutes parce que j'arrive pas à classifier les populations archéologiques par leur langue. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Le Haut-Xingu. Vous avez 4 familles linguistiques dans le Haut-Xingu, vous avez plusieurs langues qui sont parlées, et pourtant ils ont tous la même culture matérielle. Si demain un archéologue arrive dans le Haut-Xingu, il va trouver les mêmes tessons partout, parce que c'est une population ou deux qui s'est spécialisée, le monde amazonien se spécialise pour pouvoir interagir avec les autres. C'est le même principe que pour les langues, et donc ils se spécialisent dans la production de céramide, d'autres dans la production de vannerie, et donc ils s'échangent tout ça. Et les restes que ça laisse derrière, c'est des restes homogènes, et on pourrait parler de la civilisation du Haut-Xingu. En réalité, il y a une grande diversité culturelle, mais qui n'apparaît pas dans le fait matériel. Et donc, du coup, c'est très difficile de connecter le groupe Guarijos à une culture matérielle qui n'aurait pas bougé depuis 500 ans. Donc, je suis obligé de vous répondre par mon incompétence. Moi, j'ai deux remarques à faire avant de donner la parole pour terminer la question de M. Comété qui l'a demandé. Deux remarques à propos de ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est que la première, c'est les reflets imparfaits des sociétés du passé. L'archéologue a parlé, l'ethnologue va répondre, ou les reflets, ou bien les êtres parfaits de l'actualité. Parce que ces gens d'aujourd'hui sont aussi eux-mêmes et ne sont pas seulement les reflets du passé. On parlait d'authentique tout à l'heure, tu as raison. J'ai dit reflet imparfait parce que si on prend le côté naturaliste. Voilà. Oui, alors Ça, okay, ils ne sont pas une copie conforme, ils sont une copie inconforme et donc imparfaite. Alors, c'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr, je devrais faire attention chose, alors ça peut peut-être te donner un indice en comparaison à propos plusieurs groupes, une grande diversité ethno-linguistique de langues, de familles de langues différentes, mais de culture matérielle identique, absolument identique. Je cite le cas des proto-indo-chinois de Vietnam, Cambodge, Laos, à peu près une soixantaine de groupes ethniques et de langues, dont plusieurs grandes familles, et ce n'est pas pertinent. C'est-à-dire que les grandes familles de langues s'expliquent par des mouvements historiques très anciens d'ailleurs, pas si anciens que ça, plusieurs millénaires, mais ils partagent, lorsqu'on les rencontre au début du XXe siècle, quand l'ethnographie de ces peuples va commencer véritablement, ils partagent véritablement une culture matérielle et des croyances communes, et ça se voit extrêmement clairement à travers les monographies des uns et des autres, des ethnographes qui ont beaucoup travaillé cette région, donc en Dominas, dans Dourne, dans Boulbec, etc., mais beaucoup d'autres. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, le rapport aux langues, le rapport aux langues et à l'origine n'est pas pertinent.
c'est un très bon exemple. Je pense qu'il faut faire attention aussi. La diversité, il y a véritablement aussi, tu disais au début de ton intervention, qu'on avait assujetti à la, je ne trouve plus l'expression, la géographie, ça, les contraintes la géographie environnementales. décidée de la culture. C'est Ouais. ça. Et en réalité, bien sûr, c'est faux. Quand c'est extrême, c'est comme toutes les théories fonctionnalistes, diffusionnistes. Ouais. Il y a toujours un peu de diffusion, il y a toujours un peu Bien sûr. de fonctionnalisme, il y a toujours un peu de tout. Et il y a notamment aussi toujours un peu de déterminisme géographico-climatologique, etc. Un peu. Oui, oui, Ne bien serait-ce que sûr. parce qu'on a des ressources d'un certain type, à une certaine époque, qu'on gère, ou qu'on cultive, ou qu'on domestique, ou qu'on chasse éventuellement, qu'on collecte. Mais il reste qu'il y a aussi des bassins au moins culturels, d'une cohérence certaine. À Bornéo, c'est la même chose. Et au-delà des différences linguistiques qui pourraient être pertinentes de notre point de vue, mais ne sont en général pas toujours, enfin d'ailleurs pas souvent dans la littérature ethnographique. C'est ce que j'ai voulu montrer. Le registre archéologique ne montre pas la même diversité parce que la culture matérielle n'est pas forcément représentative d'une diversité culturelle. Ou alors, soit elle l'englobe, soit au contraire, elle sera beaucoup plus éparpillée. Et en tout cas, je pense qu'on a peut-être tort à vouloir absolument classer notre registre archéologique sous une forme de classification européenne des sociétés. Puisque, alors je pourrais vous en parler des heures, les sociétés amazoniennes sont très perméables à l'innovation et vont copier facilement des choses. J'ai le cas d'une poterie, la femme avec qui je travaillais, Quichua, dans les années 50, elle a vu un film, ça a beaucoup marqué, Godzilla. Projetée sur une toile. Godzilla, oui. Ah, oui. Et elle a été très marquée par ça. Et du coup, l'esprit, parce que l'esprit venait en rêve, l'esprit du caïman a complètement changé de physionomie. C'est devenu un caïman obèse, qui est en réalité une représentation de Godzilla. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est il y a 2 ans, elle faisait des esprits. Des esprits de caïman qui étaient Godzilla. Et ça s'est fait en une nuit, quoi. Et donc. Je pense que si j'arrive, si Dieu me prête vie pour finir, si j'arrive à concevoir un mode de pensée archéologique pour comprendre le monde amazonien qui ne soit pas selon le linéen, je serais très heureux. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour pouvoir essayer de saisir, comme pour ces frontières qui sont des vides et non pas des pleins, et donc tracer une frontière amérindienne, c'est stupide, tant sur une carte archéologique que sur une carte actuelle. Et j'essaie depuis plusieurs années de concevoir un mode d'enregistrement de l'histoire du passé amazonien qui soit autre. Monsieur Cometti, à vous la parole. Merci, cher collègue. Non, cher Stéphane, je voulais te remercier d'abord pour cette belle présentation et surtout aussi pour avoir présenté d'abord à moi et je pense aussi à M. Legault et à nous tous ici l'apport aussi de Dimitri et la collaboration qu'il vous a eue pour aussi montrer la légitimité de dédier le séminaire cette année à Dimitri et tout le soin de son œuvre. Vraiment merci pour avoir montré toute la pertinence de ces choix qui viennent d'abord de la proposition de M. Legault qui m'a accepté avec plaisir. Je viens juste à la question parce qu'on est tous fatigués, on est tous à revoir les choses. C'est très intéressant les 3 P. Et je l'ai bien compris, la prédation, c'est ça que je connais mieux. Oui. La question notamment avec l'activité scolaire. J'ai trouvé aussi intéressant la question du polymorphisme et j'ai bien compris le parasitisme, notamment avec la guerre. Mais je voulais savoir quelque chose de plus sur le parasitisme, c'est on le voit des interactions entre humains ou entre humains et non humains. Comment on peut le voir aussi ce parasitisme? Je voulais savoir quelques éléments de plus. Voir ce parasitisme au-delà de la guerre, par exemple. Alors, vu le temps imparti, parce que ça, là, tu relances 2 heures de cours encore, je vais répondre avec un exemple. Je suis tombé un jour dans une tienda à Puyo, donc en Haute-Amazonie équatorienne, sur une petite poterie, une petite jarre très bizarre. Alors, ça faisait des années que je travaillais avec une potière, un quichua, et la jarre avait une forme quichua, typique. Et la pâte n'était pas la pâte du tout qu'utilisent les Quechua. Ils sont très, très exigeants sur l'argile qu'ils vont utiliser. Ça avait une drôle de pâte. Et il n'y avait pas les décors classiques que vous pouvez voir. Les Quechua, c'est ceux qui ont fait le scarabée du début de la conf. Il n'y avait pas ces motifs-là. Il y avait juste un liseré peint.
Donc c'était très bizarre, ça avait une forme quichua, mais la pâte n'était pas de quichua et le décor l'était pas non plus. Et j'ai fini par rencontrer la personne qui avait apporté cette poterie, et à vrai dire, ça venait des Waoranis, donc un groupe qui n'a rien à voir, qui sont considérés comme des sauvages, par d'autres, qui sont aussi considérés comme des sauvages par d'autres. C'était une femme quichua qui s'était mariée avec un Waorani, et elle était partie vivre dans son village. Et donc là, les femmes faisaient leur poterie, beaucoup plus simple, beaucoup moins travaillée que celle des quichua, et donc pour s'adapter, elle avait pris les mêmes argiles, les mêmes techniques, mais elle avait gardé de sa culture juste la forme, avec une pâte différente. Et comme elle ne pouvait pas peindre au risque de vexer les autres femmes, elle avait juste mis un liseré pour dire « je suis quichua ». Et donc là, le parasitisme agit, parce qu'elle se fait complètement parasiter par le groupe où elle est, pour devenir non pas elle sera jamais considérée comme Waorani, mais elle sera socialisée au milieu des Waorani. Et donc c'est pour moi un élément clé de relation interethnique, tout comme par exemple le prisonnier Staden qui se retrouve socialisé et parasité d'une certaine façon, parce qu'il va revenir en disant c'est pas des sauvages. Donc quelque part il a été formé. de Stockholm. Voilà. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est peut-être le premier cas au monde. Et ça n'a pas un rapport avec le souvenir du rapt des femmes, les mariages obligatoires, etc. Alors ça, ouais, c'est un vieux fantasme amazonien. C'est évident que ça existait, mais en tout cas, ça expliquerait bien des introductions de style et des variations. Et donc, quelque part, les Amérindiens essayent toujours de capter les forces de l'ennemi de façon violente ou de façon pacifique, mais il y a cette attitude de parasitisme, de capter les qualités de l'ennemi, ou même pas forcément de l'ennemi, du compagnon, ou même des esprits. Qu'est-ce que fait un chaman quand il va visiter l'au-delà, l'autre monde? Il va prendre des recettes, il va prendre des qualités des non-humains pour les rapporter au milieu de son groupe. Donc c'est, je pense, une attitude assez banale chez les... Alors évidemment, j'ai pris le côté un peu sex and blood de la chose, mais l'idée qui est derrière me semble assez courante dans le monde amazonien. En tout cas, bien plus que chez nous, où nous, on conquiert et on impose notre... je suis furieux contre l'industrie de l'agroalimentaire qui dit « Ah oui, mais les Indiens, déjà, ils défrichaient, donc ils faisaient comme nous. » La grande différence, c'est quand les Occidentaux arrivent et râpent le sol, coupent tous les arbres et râpent le sol jusqu'à la territe et plus rien ne pousse, c'est une vraie destruction. Les Amazoniens, eux, ils détruisent, évidemment, mais ils donnent une chance à la régénération transformée peut-être, puisque les plantes qui vont repousser derrière leur passage ne seront pas tout à fait les mêmes, mais la forêt reviendra. Le sartage ne dégrade pas. Bah voilà, non mais c'est un discours que tu entends. Oui, mais là, les experts, Jean Boulbet sur les sartages en Asie du Sud-Est, qui a fait des voyages et Formel, tous les spécialistes, Jacques Barrault. Mais c'est un discours que tu entends au Brésil pour justifier que c'est pas pire que ce qu'ils ont fait finalement. Alors, il nous reste à remercier Stéphane Rostin et Pierre Charbonnier qui nous a quitté un peu avant pour son train de cette magnifique prestation, et nous donnons rendez-vous à l'assistance pour la dernière et ultime séance le 14 décembre prochain ici dans cette salle en bonne compagnie, et cette fois ce sera Cécile Sarabian avec une discutante venue de l'Himalaya, venue de l'Inde, qui travaille en Himalaya, Cécile Sarabian et Imani Notial, et qui parleront de primatologie et des rapports que les singes, certains singes évidemment, que des macaques en particulier, ont avec les différences aussi avec l'humanité, notamment à propos de pathologie et de dégoût, et la deuxième partie sera importante puisqu'il s'agira de la présentation de la synthèse du groupe des étudiants qui, de la L1 au Master 2, ont suivi toutes les séances et vont faire la synthèse et la produire dans les mêmes conditions que nos conférenciers. Donc, à bientôt pour cette dernière séance, et merci encore à Stéphane. Merci.